rapport aux différentes présentations, on commence à débattre sur ce sujet justement de complémentarité qu'on peut avoir les uns avec les autres. Parce qu'il est évident que seul on n'arrive à rien, on n'est pas capable de porter les projets, on a besoin de fédérer. Là, j'ai le sentiment qu'on a des bases de connaissances absolument phénoménales, qui soient techniques, qui soient immobilières, qui soient scientifiques, parce que, encore une fois, Patrick vient de nous dire qu'il a un conseil scientifique, ça, moi, c'est une idée que je retiens. On a la chance d'avoir des associations extrêmement pointues dans leur domaine, donc j'aimerais qu'on débatte sur ce point-là. Qu'est-ce que vous attendez finalement de l'institutionnel et qu'est-ce que nous on attend de vous, associations, musées, partenaires privés, partenaires publics, qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement? J'ai mis quelques mots comme ça qui peuvent nous aider à réfléchir à ça sous forme de brainstorming. Hein. Voilà, on n'a pas tout le temps, on n'a même jamais l'occasion de discuter, non pas en tête-à-tête, mais vraiment en collégialité sur ces domaines-là. Quand je vois la richesse du site Anciez Aérodrome, je vous invite vraiment à y aller. Donc Jean-Michel a souligné tout à l'heure qu'il avait l'impression qu'il produisait, c'était difficile de produire, mais il y arrivait quand même. Le site est monstrueusement intéressant et monstrueusement complet. On a vu avec Pascal, Passion Pégou, l'énergie débordante, mais aussi la synergie finalement avec d'autres partenaires, mais on verra avec les élus cet après-midi, mais avec d'autres partenaires du monde aérien. Enfin, voilà, j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment sur ce point-là. Certains sont plus capables de mettre d'énergie dans la promotion, dans la transmission, d'autres dans la collecte de sources. Je pense au musée d'Angers qui, sans arrêt, collecte des nouvelles sources, mais collector, hein, en franglais, on va dire. Donc, est-ce que vous pourriez me faire part de votre sentiment sur ce point-là, sur la synergie qu'on peut développer ensemble? La parole est dans la salle, peut-être? Oui, peut-être dans la salle. Christian, par exemple, pour démarrer ce débat, est-ce que vous avez le sentiment qu'il est difficile de collecter, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on soit déjà un vénérable musée implanté avec des connaissances? Comment vous voyez la chose? Avec Espace, Air Passion, et du coup, eh bien, nous avons récupéré une clientèle de familles, de jeunes, d'enfants, et nous sommes passés de 18 000 à 22 000 visiteurs dans l'année. Un simple changement de nom, donc c'est un élément de communication, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Si je reprends un peu les spots qui sont au tableau, qui paraissent très bien recherchés, je m'occupe plus précisément, j'ai été président d'abord de ce musée pendant 25 ans, puis j'ai passé le bâton à François Blondeau, mon vice-président, quand j'ai eu le sentiment que j'étais arrivé au bout de ce que je savais raisonnablement faire. Il le fait très bien, il me remplace parfaitement, je m'occupe de la partie histoire, archives, patrimoine, rechercher des documents. Alors, il y a bien sûr ce que je vais appeler les institutionnels. Il y a la DGAC qui a des archives magnifiques, il y a le musée de l'air, il y a le service historique de la défense, mais ce sont des documents qui sont déjà connus, existants, et qui très souvent sont déjà parus dans la presse. Il y a donc tout un travail de collecte, ce que j'appelle les fonds des boîtes à chaussures qu'il y a dans toutes les familles, simplement en discutant, en faisant passer un petit article dans le journal local. Là aussi, on en reparlera cet après-midi de la communication avec les journaux locaux.
eh bien, on voit arriver très régulièrement des gens qui ont la photo du grand-père, de l'arrière-grand-père qui était dans la boîte à chaussures depuis 60 ou 80 ans, et qui arrivent en disant « Ah, mais c'est un vieux truc, ça ne peut pas vous intéresser, c'est un truc qui fait 5 sur 5. » Un petit coup de scanner tout de suite, 2 coups de nettoyage, et quand ils voient en moins de 5 minutes ce qui apparaît sur l'écran, ils sont fascinés, et à ce moment-là, « Ah ben j'en ai encore une boîte pleine, est-ce que vous acceptez que je vous les donne ?» J'ai eu une expérience un beau jour, j'ai vu arriver une brave dame, notoirement avec tout le respect que je leur dois, la paysanne du fond du champ, mais vraiment, avec la 2 chevaux camionnette crottée d'époque, comme dans les films. Et elle me dit, voilà, mon père et mon grand-père étaient dans l'aviation. Vu l'âge de la dame, ça nous amenait largement à la Première Guerre mondiale. J'ai des photos, est-ce que ça vous intéresse? Oui, chère madame. Comme d'habitude, je t'emmène boire le café à l'aérogare. C'est à peu près notre monnaie d'échange. Et puis, à la fin du café, je lui dis, bon, elle me dit, bon, les photos, on y va. J'arrive. Et elle me dit, mais tout seul? Oui. Elle me dit, mais vous n'allez pas y arriver tout seul. Donc, j'ai récupéré 2 copains de chariot. Elle nous a apporté une caisse, une malle en osier, magnifique. Et dedans, il y avait 1 millier de plaques photo. Des plaques de verre. Effectivement, tout seul, je ne faisais pas. Bon, on a mis des années à trier ça et à classer. Et ensuite, je crois que récupérer c'est une chose, le faire savoir c'est tout aussi important, parce que, suivant le vieil adage qu'on ne prête que aux riches, eh bien ça rentre, plus on est connu. Avant-hier, nous avons récupéré les archives d'un vieux spotter, 8 mètres linéaires d'archives et en gros 12 000 photos. J'ai encore un peu de mal dans les articulations, parce que c'est au 2e étage, il a fallu descendre tout ça à la main dans le camion. Mais c'est aussi les possibilités qu'il y a. À Angers, actuellement, nous avons en gros 220 000 photos, 100 000 sont numérisées, 83 000 et quelques sont en base de données. Donc je crois, et ça ce sera peut-être un travail de la mission mémoire, qu'un jour on mette au point une base de données commune. Ce qui permettrait d'abord d'avoir un modèle de logiciel commun, ensuite qu'on puisse savoir qui a qui et où c'est, parce que le temps que l'on perd à chercher et à courir partout, c'est important. Oui, je suis assez d'accord avec ça, si ce n'est qu'on ne peut pas forcément mettre tous les œufs dans le même panier, mais par contre, on peut travailler en réseau et tout le temps faire des liens de... Absolument, voilà. absolument. En soit, ce qu'on peut mettre, on peut faire des modèles éventuellement d'inventaire, de bases de données, même si les bases elles-mêmes restent localement implantées. Il ne s'agit pas d'aller... voilà. Hein. Mais effectivement, on peut proposer, c'est peut-être aussi le rôle de la mission mémoire, de proposer... Alors, il ne s'agit pas d'aller... voilà, une procédure, une modélisation, voilà, quelque chose d'un petit peu générique, voilà, générique avec les allers-retours possibles entre les uns et les autres. Après, on a des sites extrêmement évolués, je pense à celui du GIACRE, qui est quand même un site très très évolué. Nous, on est beaucoup plus bridés au ministère, parce qu'on ne peut pas mettre comme on veut ce qu'on voudrait mettre. Donc, on peut peut-être justement garder cette synergie de visibilité sur Internet pour faire connaître justement toutes ces bases de données, ces collections que vous avez. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Je crois que Philippe Renaud pour Aérodoc voulait intervenir. Philippe Renaud, donc association Aérodoc. Dans l'après-midi, je vous parle au titre de l'association des amis du musée radar de Louvre-la-Délivrande et puis un petit peu commission patrimoine Aérodoc en France. En fait, je ne vais pas répéter tout ce qui vient d'être dit parce que ça a été admirablement présenté. Et je rebondis sur le propos de Christian Ravel qui a dit bon, il y a un potentiel absolument fantastique d'archives, dans les domaines privés, cachés encore, qui commencent à sortir du bois. Il a dit on prête qu'aux riches. En fait, c'est là-dessus que je voudrais rebondir et donner une vision positive et d'avenir sur la chose. C'est que je crois qu'on hérite d'une situation où dans les années 60-70, on a toujours dit en France, patrimoine, on ne sait pas trop bien faire, les Anglais font mieux, etc. Et il y a des gens qui ont sorti leurs documents et puis qui n'en ont jamais revu la couleur.
et qui ont vécu une vraie frustration d'avoir une impression de s'être fait déposséder de leur patrimoine. Et là, ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense que c'est la clé. C'est que la collecte est une chose, ensuite il faut la valorisation et la présentation. Et Dieu merci, donc on a des outils modernes qui nous permettent d'assurer des gens qui ont une photographie qui a une grande valeur sentimentale, parce qu'elle est familiale, de leur dire eh bien cette chose on peut la valoriser, mais rassurez-vous, l'original vous le conservez, nous on n'a besoin que d'un scan et on met en commun. Ensuite, sur ce que tu viens de dire, Ariane, je pense que évidemment, bon, le rêve, et là aussi la technique et l'informatique nous permettra peut-être de le faire, d'avoir cette méga base de données où on puisse tout trouver. Par contre, il est aussi important, et on le fait, hein, tout à l'heure j'ai salué la coopération et le bon esprit qui régnait entre toutes nos associations. Ce qui est important, ça reste d'affirmer l'identité de chacun de ses partenaires, de garder le caractère local des actions, et c'est vraiment à travers une coordination et une valorisation réciproque et mutuelle des actions de tous qu'on arrive à créer ce climat de confiance. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel dans le domaine du patrimoine, c'est la confiance et le respect mutuel qui règne entre tous les partenaires. Oui, d'autant plus qu'on travaille quand même en mode artisanal, et je pense qu'il faut garder aussi cette dimension entre guillemets humaine, sinon on va déshumaniser beaucoup de choses. Je crois que Daniel Flao, ancien aérodrome, veut prendre la parole. Je reprends aussi la parole parce que dans le cadre promouvoir, vous avez sur les images de 14-18, vous avez des fonds, un fonds qui est gratuit, qui est ouvert à tous et qui représente justement la bataille côté allemand. En fait, dans le Grand Verdun, vous avez un accès gratuit donc à la bibliothèque Grand Verdun. Il faut faire bibliothèque Grand Verdun et vous recherchez, il y a un fonds de 800 et quelques images qui ont été mises à disposition par une famille d'un Alsacien allemand qui a donc donné tout ce fonds à la ville de Verdun. Et c'est un accès qui est intéressant. Or, cette recherche, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est cette communication que l'on peut avoir interassociation. Moi, par exemple, je travaille sur le thème qu'il a présenté tout à l'heure Jean-Michel Porte, c'est le Orléans-Brissy, la base aérienne d'Orléans-Brissy. Or, cette base, à l'époque, quand on y était, moi personnellement j'y ai fait un séjour, on n'avait pas le droit de prendre des photos. Or, il existe énormément de photos. Et j'ai besoin également, par exemple, pour faire ce livre, de documents non publiés. Je pensais tout à l'heure, dans ce que venait dire notre ami sur Angers, il y a peut-être à Angers, effectivement, des images. Or, moi, je pense à ce genre de communication. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à me communiquer. Merci Daniel, le message passé, n'est-ce pas? Je pense que voilà, cette synergie, elle est fondamentale parce qu'elle est fondée aussi sur les relations humaines. On a vu qu'avec la réalité virtuelle, on peut aller très très loin, justement dans la déshumanisation, mais bon, voilà, ces rapports humains, ils sont fondamentaux, je pense, entre nous. Philippe Boulet. Bonjour, Philippe Boulet, Union française de l'hélicoptère. Bon, nous, on est très à part, on est un peu à part aujourd'hui parce que l'Union française de l'hélicoptère, je vous la présenterai peut-être un peu mieux cet après-midi, c'est une grande association professionnelle qui regroupe le monde français de l'hélicoptère. Et en tant que délégué général au patrimoine, moi j'essaie de faire que l'on parle du patrimoine hélicoptère. Et quand je dis je me sens un peu à part, c'est que nous sommes dans un monde qui d'abord est un monde économique, mais qui en plus est un monde qui, pour beaucoup de gens, n'a pas d'histoire. Et l'importance que je mets dans ma présence aujourd'hui est plutôt d'essayer de faire comprendre que nous avons une histoire des voleurs tournantes qui est riche, qui est ancienne, et qui a quelque chose à raconter. Et il a été dit que les collections privées sont intéressantes. On est typiquement, nous, dans le cas des collections privées, qui ne sortent pas ou qui sortent au profit de certaines personnes, comme ça a également été rappelé, qui ne les partagent pas. Parce que, par exemple, dans notre monde, les pionniers de l'hélicoptère de jour qui ont fait l'hélicoptère en France, ils étaient encore vivants il y a quelques années. Quelques-uns d'entre eux sont encore vivants. Moi, j'en ai connu beaucoup. Et leur collection privée à eux, je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle René Moule, qui est là, c'est malade et ne communiquera plus jusqu'à la fin de ses jours, et qui est l'inventeur de la plupart des hélicoptères français des années 50 et 60.
Eh bien, ce monsieur, il a une collection privée qui, si on y prend garde, va disparaître. En ceci, il est important, à mon sens, que les associations se saisissent de ce genre de dossier en n'ayant pas peur de penser qu'il y a quelquefois une histoire là où on ne la pense pas vivante, réelle. Je veux juste rappeler un cas précis, après je céderai la parole. Juste en face, où nous avons nos bureaux, sur l'héliport de Paris, ici les Moulineaux, nous sommes aussi sur la plus ancienne plateforme aéronautique mondiale. La question c'est où est-ce que c'est rappelé, qui s'en soucie, et comment essaie-t-on de le promouvoir, alors que cette plateforme, qui est encore en activité, risque fort de disparaître dans les 10 ans qui viennent. Merci. Merci Philippe. Patrick Février va intervenir du comité d'histoire. Oui, je voudrais un petit peu compléter, donc en réagissant par rapport effectivement aux propos des uns et des autres, donc avec notamment l'association pour l'histoire de la protection de la nature et de l'environnement et les archives nationales. On se préoccupe également, donc et là on est en train de mener un certain nombre d'actions concrètes, mais ça rejoint un petit peu ce que vous évoquez, l'importance effectivement de pouvoir qu'un certain nombre de détenteurs d'archives privées, c'est bien ce que vous évoquiez, puissent effectivement avoir évidemment les garanties, puissent d'abord être sensibilisés à l'intérêt pour d'autres que ces archives ne disparaissent pas, que dans un certain nombre de cas, et en respectant les procédures des archives, certaines effectivement puissent, avec les garanties nécessaires, être déposées comme archives privées, par exemple aux archives départementales d'un certain nombre d'endroits, si c'est le cas, et que ça puisse effectivement, en tout cas qu'il y ait des lieux, alors ça peut être des associations, ça peut être des musées, ça peut être effectivement des archives privées, qui permettent effectivement de préserver les choses. Alors nous on le fait donc avec eux, essentiellement du côté des associations environnementales, en disant effectivement l'État, par exemple pour ceux qui le concernent, bon, ne sauve pas tout, mais enfin il y a quand même effectivement un programme régulier de conservation d'archives d'État. Et sur un certain nombre de sujets, notamment lorsqu'il peut y avoir des disputes sur un certain nombre de sujets, dans votre domaine, vous connaissez quand même récemment, donc il peut être utile effectivement pour ceux qui en feront l'histoire longtemps après, d'avoir effectivement la diversité, à partir des archives déposées, la diversité des points de vue qui s'étaient exprimés, selon que s'exprimaient les intérêts environnementaux, les intérêts de l'État, les intérêts des collectivités, les intérêts économiques, mais que l'histoire effectivement future qui pourrait être faite d'un certain nombre d'éléments puisse effectivement s'alimenter de sources qui peuvent exprimer des points de vue différents, voire divergents. Et je pense que c'est quand même aussi important d'avoir cette diversité de points de vue. Et après, ceux qui peuvent travailler dessus peuvent dire, ben oui, finalement, en regardant après, bon, moi j'estime 20 ans ou 30 ans après, que les arguments défendus par les uns et par les autres, bon, on relativise, on analyse, on vérifie, mais il faut une diversité. Voilà, oui, tout à fait. Pascal, parfait. Oui, bonsoir. Pour rebondir aussi sur ce sujet-là, mon expérience personnelle via le musée de Biscarrosse, au sujet des archives privées, comme ça, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que tant que la personne qui a constitué ces archives, c'est sa vie, c'est préservé. Au passage des enfants, il y a déjà un premier risque. C'est est-ce que les enfants en fait, sont concernés par ce qu'ont fait leurs parents ou pas. Donc là, c'est déjà un premier écueil dans la conservation. Ça passe à la première génération. Et la période la plus critique, c'est au niveau des petits-enfants de la personne qui est archivée. Et soit il préserve parce qu'il s'intéresse à son patrimoine familial, ou alors il jette, il détruit, parce que souvent il y a une maison à vendre et donc à vider. Et dans la précipitation, la photo qu'il peut y avoir dans un carton ou dans un album de famille, pour lui, elle n'a aucun intérêt. Alors que réunie dans une collection, on peut à ce moment-là devenir un petit trésor. Donc, il y a vraiment des étapes clés dans les transmissions générationnelles qu'il faut prendre en compte. Et ce qui est dans un musée, on peut le considérer comme préservé. Par contre, tout ce qui est hors musée, c'est pratiquement en danger de destruction permanente. Voilà. Merci Pascal. Jean Molvaux.
commission historique de la Fédération française de vol à voile. Oui, bonjour. Moi, mon problème, il est un peu particulier et je viens en fait pour récupérer vos idées. Voilà. Parce que, bon, moi je m'occupe de la commission historique de la Fédération française de vol à voile, qui est quand même la seule fédération à avoir une commission historique. Et chaque année, donc j'ai donc droit à la parole à l'Assemblée générale de la Fédé de vol à voile en tant que commission. Chaque année, je radote aux présidents de clubs qui sont présents qu'il ne faut pas acheter leurs archives, que si ça ne les intéresse pas, on viendra les chercher, on les triera nous-mêmes, qu'on nous laisse juge de la qualité des archives dont ils se débarrassent. Et chaque année, j'ai des présidents de clubs qui me disent « Ah, bah, j'ai pensé à toi, mais j'ai foutu 15 kilos d'archives à la poubelle. » Alors, donnez-moi des idées, parce que vraiment, on a une page Facebook qui est bien lue, on est présent sur le site internet de la fédération, on a un blog, on fait passer des messages à chaque assemblée générale, il y a quand même 170 clubs qui sont présents, et résultat des courses, c'est quand même relativement rare que les clubs aient le réflexe, bien qu'ils soient au courant. La commission historique est très connue, elle existe depuis 1988, dans le milieu du vol à voile, elle est connue, elle fait partie du paysage, mais malgré tout, on vient me dire « Ah bah oui, mais j'ai pensé à toi, mais tu sais, on a mis 10 kilos d'archives à la poubelle. » Alors, bah écoutez, je suis à l'écoute. Hein. Si vous avez une recette, je la prends. Ok. Philippe Renaud. C'est peut-être pas la recette universelle, mais c'est une piste. Il y a une chose dans l'archive, l'objet de collection, l'objet de patrimoine, c'est qu'il est perçu, et je dis bien perçu, c'est pas à vous là, que je m'adresse, qui êtes tous convaincus de la richesse qui est contenue dans ces objets-là. Mais pour beaucoup de gens, c'est perçu comme un regard passéiste. Tout à l'heure, et enfin cet après-midi, je pense que j'aurai l'occasion de revenir sur le sujet quand on abordera la relation de nos associations aux élus, par exemple. Et je crois que ce qu'il est important de bien garder, nous, présents à l'esprit, si on veut cocher la case transmettre, par exemple, c'est que il y a quelqu'un de brillant lors d'un colloque international sur le tourisme de mémoire en Normandie, où là c'est quelque chose d'assez présent, qui a dit une phrase merveilleuse, qui a dit « La commémoration, l'objet de mémoire, n'est pas un but en soi, c'est un point de départ. » Et je crois que c'est peut-être ce genre de formule qui résume bien ce que doit être notre comportement, c'est que l'objet que nous vénérons, que nous protégeons, que nous voulons valoriser, c'est le point de départ, et il faut que notre action soit délibérément tournée vers l'avenir. Alors c'est un lieu commun que de dire dans une fédération, vol à voile ou des choses dans plein d'endroits. Évidemment, c'est à la jeunesse qu'on doit s'adresser, mais évidemment, c'est le discours, dire travailler pour le futur. Bon, c'est bien. Il y a aussi au sein de l'Aéroclub de France et de sa commission patrimoine le Grand Prix du patrimoine qui va être décerné le mois prochain. Des grands industriels, Dassault qui est présent, le GIFAS, eh bien l'exprime clairement en disant l'innovation. L'innovation, c'est grâce à la passion que les ingénieurs d'aujourd'hui mettent dans leur entreprise, et s'il y a une passion pour les anciens qui ont travaillé dans ce qui est devenu Airbus et les anciens de Dassault, c'est que justement ce patrimoine et cette histoire, c'est le terreau de l'avenir, le terreau de l'innovation. Merci Philippe, je crois que, encore une fois, le lien humain est fondamental, parce que si on le coupe, il faut continuer, hein, il faut continuer à garder tous ces liens. Henri Conan. Ah, Philippe Young, pardon. Philippe Young ici. Il est tellement timide. À 3AF, commission histoire, à 3AF. Ah, oui, bon. Philippe Young ici. Attends. Attends quoi. Il est là devant toi. Hop. Tu prends la parole après? Philippe, okay. Je prendrai la parole. Ok, ça marche. Bien, Philippe. Ça, on est deux. Philippe Young. Merci. Donc la commission histoire à 3S, je pense qu'il y a un patatoïde important qu'il faudra mettre qui s'appelle réseau. Et l'un des points importants, en fait, c'est d'identifier pour chaque sujet tous les spécialistes.
de manière à s'adresser à lui lorsque le problème est soulevé. Alors à ce sujet, je signale que nous, on a effectivement ce listing. Enfin, on a un listing de ce type qui d'ailleurs ne couvre pas seulement l'aviation, mais aussi le spatial, qui est quand même important. Et à ce sujet, je vous signale qu'au niveau du transnational, il y a évidemment beaucoup de livres sur Airbus, mais il y en a un qui est également en courte finale sur l'histoire des missiles européens, par MBDA. Alors maintenant, je vais vous donner une anecdote qui est toute chaude, grâce à Henri Conan d'ailleurs, pour vous donner une idée de ce que ça n'a pas pu aboutir le réseau. Donc Henri Conan a déniché la photo d'un hydravion nécessaire, quelque part dans la région des Mureaux. Je suis allé sur place et en 1 heure, j'ai identifié l'endroit exact. Et là, dans la revue Avion, il vient de sortir un article sur le même hydravion avec par ailleurs une analyse du sujet au niveau historique. Et donc, en se mettant en réseau également avec les archives de la ville des Mureaux, on va mettre en évidence un objet qui était complètement inconnu jusqu'à présent. Cas concret d'une synergie en réseau, je suis tout à fait favorable et tout à fait d'accord. Oui, bonjour, Paul Le Parot, Rennes Academy. Donc, pour partager, je crois que l'information c'est partagé, je m'adresse aux collègues qui travaillent sur la base d'Orléans-Brissy. Est-ce que vous savez que sur la base d'Orléans-Brissy, pendant plus de 40 ans, on a eu le centre de télécommunication de l'aviation civile qui était basé sur la base. Et donc, je pense que la DSNA doit avoir un jeu de photos ou des documents relatifs à ce centre de télécommunication qui était le nœud RSFTA de la France. Merci beaucoup. Oui. Pardon. Jacques Pagette, un petit mot simplement. Oui. C'est que, alors, sauf erreur de ma part, on n'a pas parlé de la mémoire des gens, c'est-à-dire des récits ou des souvenirs. On a parlé des documents, papier, photos, on a parlé des objets, mais ce qui me paraît important, ce qui est important à mes yeux aussi, je m'exerce de temps en temps, j'exerce un plume dans ce domaine d'ailleurs, donc sur site. On n'a pas trop parlé de la mémoire des gens à collecter. Ça a été fait dans des revues à une époque, mais ça a été fait de manière un petit peu ponctuelle, on va dire. Et alors là, dans cet exercice, d'ailleurs, je note une chose, c'est que je me heurte à un problème, c'est que de parler de souvenirs qui sont relativement proches, les gens des ayants droit sont encore vivants de ce monde, et on est un petit peu gêné parce que parfois certaines personnes sont présentées sous un jour peu favorable. Mais la vérité historique oblige à dire la vérité, mais parfois on est obligé on va tenter de se censurer un petit peu. Merci. Merci Jacques. Peut-être Patrick, vous avez déjà un premier fond de témoignage oraux. Oui, puisque vous évoquez les témoignages oraux, nous on est d'accord, un témoignage oral et écrit. Nous on est d'accord sur l'importance particulière. Donc là je dis tout à l'heure qu'on en avait 350 pour l'instant, mais on continue d'alimenter, donc on se rapproche effectivement des 400. Donc ce que nous faisons, c'est en général par thématique. Par thématique, on sélectionne un certain nombre de témoins, souvent qui ont un certain âge, et pour lesquels il nous paraît important effectivement que leur point de vue soit conservé. Alors ça nécessite effectivement de pouvoir que le travail puisse être fait, c'est-à-dire que l'organisation d'un entretien, forcément, ça se structure. Donc il faut quelqu'un qui soit capable de le structurer pour que effectivement ça ne parte pas dans tous les sens et qu'on puisse en 1 heure ou 1 heure et demie donc avoir effectivement des données intéressantes oralement. Donc alors fréquemment effectivement oralement, donc vous évoquez tout à l'heure des problèmes éventuels avec des ayants droit. Donc, suivant les interlocuteurs que l'on a, c'est vrai qu'oralement, parfois on peut se laisser aller à formuler des jugements sur un certain nombre de personnes et après quand on se réécoute, donc ça peut effectivement poser problème. Donc nous, systématiquement, donc on fait faire une transcription. Alors la transcription, ça peut être fait par tout un chacun, et c'est long. Si on le fait payer, nous on le fait payer par une entreprise, bon, ça coûte une transcription, disons, d'1 heure et demie, bien faite, ça coûte dans les entre 400 et 500 euros, à peu près la transcription. Et ça permet effectivement, avec la transcription, de pouvoir avoir, avec les témoins, donc un échange, non seulement sur la partie orale, mais également sur un texte écrit. Et fréquemment,
Le texte écrit, d'abord, il permet effectivement à ceux qui ont été interrogés, ils réfléchissent à ce qu'ils ont oublié de dire, ou à la façon dont ils l'ont dit. Alors, soit ils se censurent un peu, soit ils en rajoutent. S'ils en rajoutent et que c'est intéressant, donc c'est quelque chose qui est bien. Et donc les bonnes règles supposent, notamment en pensant aux ayants droit, de pouvoir, effectivement, donc il y a des modèles tout près, de faire signer des contrats dits de communicabilité par ceux qui sont interrogés. Donc qui permettent de définir est-ce que moi qui ai été interrogé, effectivement, ou les ayants droit, si jamais la personne a disparu, donc est-ce qu'effectivement on autorise la libre consultation, puisque nous, effectivement, tous nos entretiens, on signale qu'ils existent sur Internet, avec une petite description de ce qui a été dit, par les gens. Est-ce qu'on autorise à ce que tout un chacun puisse écouter ou lire ce que j'ai dit ou ce que j'ai écrit, ou bien, nous, la règle minimum, c'est effectivement, donc on demande que l'autorisation puisse être donnée, et c'est à peu près systématique, à l'utilisation par des chercheurs qui travailleraient sur un sujet, que ça puisse servir que nom de source. Mais à chaque fois, effectivement, on a une discussion donc, avec ceux qui sont interrogés, ceux qui l'ont été, sur le contenu du contrat de communicabilité. Et ça, c'est une précaution juridique indispensable, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, en général, il y a peu de cas où, effectivement, les interviews, les entretiens avec les gens puissent, effectivement, être considérés comme étant à risque, parce qu'ils comporteraient des passages, on dirait, monsieur machin ou monsieur machin, pour des raisons variables, fait des choses très mal. Très mal. C'est rare. Mais bon, le droit dans ce domaine et la façon de faire, c'est assez connu. Mais c'est quand même important d'avoir je pense qu'on est cette là pour préservation. capitaliser justement pour toutes ces bonnes pratiques qui sont déjà bien enclenchées chez certains. Oui. Henri Conan. Oui, Henri Conan, mémoire d'interrogation. Moi, je rajouterais une pastille conservée, qui est absolument nécessaire parce que il y a eu l'exemple qu'a donné Pascal Parpet, les recherches, les documents qu'ils appellent dans l'histoire de la TQR. Pagex a parlé tout à l'heure des témoignages oraux, c'est important. Je rappelle que depuis 7-8 ans que Pascal Parpet a préparé le livre, on parlera cet après-midi, sur la TQR 631, et depuis qu'il est paru, nous avons des témoins qui ont disparu, qui sont gravement malades. Donc je crois qu'il y a toujours urgence à conserver les choses. Un autre, quand j'ai commencé à faire des recherches personnelles, je me suis aperçu qu'il y a eu beaucoup de travaux, un certain nombre de travaux qui étaient faits par des associations, par des municipalités, etc. Et en général, une fois que l'événement a eu lieu, il ne reste rien. Lorsque j'ai fait des recherches sur Shrek et la FBA, on m'a dit, je crois que c'est à la FREC, il y a eu une exposition, mais il y a eu une inondation, on n'a plus rien, on n'a plus de panneaux, on n'a pas aucun souvenir. Il y a eu la même chose pour Pollan à Pézenas, etc. Donc je crois, ça serait plutôt aux associations, etc. et locales, il y a beaucoup d'énergie qui est faite, il faut quelques erreurs, mais il ne reste rien une fois que l'événement a eu lieu. Oui. Et c'est un argument qui va toucher aussi la discussion de cet après-midi, les municipalités qui, des fois, dans l'aménagement urbain, détruisent, etc., en disant on va faire d'espace, etc. Oui. Alors, je vais mettre un petit volet complémentaire par rapport à transmettre, ce serait faire connaître. Moi, je regrette que dans le cadre de recherche, nos grands musées, Biscarrosse, Musée de l'Air, etc., c'est difficile de savoir ce qu'ils ont. Il y a besoin d'avoir un inventaire consultable sur Internet, etc. Et puis un peu de le préciser, et pour terminer, quand je suis allé avec nos amis de Courcouronnes au musée du XXe siècle à Tolbiac, ils ont numérisé, mis à l'inventaire de tout ce qu'ils ont. Mais des fois, la sémantique, les mots-clés, c'est fait par les architectes. Le mot hydrobase n'existe pas vraiment. Donc il faut aussi codifier les critères de recherche. J'entends. Vous avez encore beaucoup de travail dans le fond de la vie. Oui, bonjour, Fabienne Davis. Donc, je suis en charge des collections du musée aéronautique Aéroscopia à Blagnac. Merci d'être venue. Je suis arrivée. Je confirme. Donc, nous sommes une institution toute récente, puisque nous avons ouvert nos portes il y a 2 ans. Et je voulais juste revenir sur la notion de témoignages oraux.
puisque nous travaillons au musée en partenariat avec l'Académie de l'air et de l'espace. Là, nous travaillons à la finalisation d'une convention, justement pour collecter la mémoire de nos anciens dans la région toulousaine. Donc, je confirme, nous avons travaillé des conventions juridiques. Effectivement, il faut vraiment que ce soit totalement encadré. Nous menons également ce projet avec les historiens de l'université Jean Jaurès, du laboratoire Framespa, et nous nous sommes entourés également de sociologues travaillant chez Sciences Po pour essayer effectivement de préparer des grilles d'entretien et travailler dans les règles de l'art. Voilà. Alors ça, c'est pour la conservation. Nous avons également le volet transmission et valorisation. Et ce travail de collecte de mémoire a donné l'an dernier lieu à la réalisation d'un film que nous avons tourné avec le Conseil des seniors de la ville de Blagnac, les lycéens du lycée Saint-Exupéry et le musée, autour du programme Concorde. Les anciens de Concorde voulaient transmettre les valeurs du travail, voulaient transmettre leur expérience humaine et surtout montrer aux jeunes qu'eux aussi pouvaient encore à l'heure actuelle trouver leur Concorde. Voilà. Donc il est important de collecter, mais c'est également important de valoriser et de partager, de transmettre à nos plus jeunes si évidemment c'est possible. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience. J'ai encore deux interventions là devant. Jean-François Fayette et Daniel Flau. Moi, je relève ce qui a été dit tout à l'heure en ce qui concerne la transmission par les jeunes. Et je remercie ici M. Pierre Teiller que j'ai proposé de faire venir, qui est le délégué CIRAS pour les BIA, les brevets d'initiation aéronautique, pour vous c'est Créteil, puisqu'il est responsable du rectorat de Créteil. Or, je pense que dans le cadre de la partie mémoire qui est prévue pour les jeunes, il me semble que ce serait intéressant de voir avec ces organismes pour qu'on fasse passer dans le cours aux jeunes qu'il faut qu'ils fassent transmettre, si les parents ont des documents, ont des choses. Alors souvent, je l'ai remarqué encore la semaine dernière, puisque j'étais présent à un cours qui a été réalisé à Berne, à Beaumont, à Persan-Beaumont, par un professeur. Or, les jeunes sont preneurs et souvent on constate que les parents sont déjà dans l'aviation, etc. Donc ils ont des fois des documents. Je pense que sur ce plan, dans le vol à voile, c'est un peu la même chose. On retrouve des gens qui passent, qui transfèrent tout cela à leurs enfants. Mais par contre, ils ne sont pas toujours motivés effectivement à pouvoir transmettre. Bon, je crois que c'est intéressant. Il faudrait peut-être voir dans le cadre des BIA si on ne peut pas faire passer ce message de la conservation et de la transmission des documents que les grands-parents auraient. Vous voyez, je crois que c'est important de souligner cette chose-là. Et ça pourrait être un élément dans le cadre de la mission mémoire, de contacter aussi les aéroclubs, parce que les aéroclubs, à l'exemple de Berne, ils ont un petit musée que j'ai visité, où il y a beaucoup de documents, c'est extraordinaire, beaucoup de photos aussi, et donc je pense qu'il y a quelque chose à voir aussi de ce côté-là. Je voulais souligner deux choses. D'abord, l'importance, rebondir sur ce qui a été dit plusieurs fois, l'importance du réseau. Et les réseaux ne préexistent pas. Ils se créent à travers l'expérience. À l'Aéroclub de France, puisque j'ai présidé la commission Histoire Arts et Lettres de l'Aéroclub de France et je continue à m'en occuper, nous sommes saisis souvent. Le secrétariat nous transmet souvent monsieur un tel ou madame un tel voudrait savoir si son grand-père, son père ou son oncle qui aurait été breveté dans telle année, avez-vous des documents?
les archives de l'Aéroclub de France ont été malheureusement dispersées à droite à gauche et nous n'avons pas de moyens de répondre immédiatement à ça. En revanche, depuis que je me suis occupé de ce type de choses, j'ai constitué par expérience, et je me tourne vers Philippe Young en particulier, Laurent Bayeul, qui n'est pas ici, mais des personnes comme Laurent, comme aussi Jean-Luc de l'Onéralie, oui, alors qui sont des personnes absolument extraordinaires. Et de réseau en réseau, quand maintenant j'ai une question, j'ai une boîte mail avec toutes les adresses et je diffuse. Et généralement, il y a des retombées. Donc, mais ça, c'est du bricolage. Je veux dire, c'est du bricolage efficace. Mais peut-être qu'il y aurait moyen de fédérer progressivement, avec les initiatives d'Ariane, et de la DGAC, de fédérer un peu ça et d'organiser un peu mieux ce type de réseau. Là, c'est la boîte à idées, donc on va mettre tout ça à plat et on va essayer d'avancer sur ce point. Pour info, 2000 noms, notre fichier est international. Bon. Très bien. Pascal Bouchin... Juste deux petites... sur les témoignages oraux. Nous sommes rentrés en contact avec monsieur, que certains connaissent, Patrick Audouin, qui est un ancien du service historique de la Défense et qui, dans le cadre du service historique de la Défense, a procédé à beaucoup d'enregistrements de témoignages oraux et il est récemment retraité et il s'est mis à la disposition de l'Aéroclub de France et il a commencé une série d'enregistrements d'anciens ingénieurs ou de personnes qui ont vraiment des choses à transmettre. Et nous avons déjà une première série de 6 ou 7 CD de ces enregistrements. Et nous lui avons demandé par la même occasion de commencer, ce qui a commencé à être fait depuis quelques mois, d'enregistrer en vidéo les conférences données à l'Aéroclub de France. Donc ils vont servir aussi à quelque chose de patrimonial. Et une toute dernière chose qui me paraît importante, c'est que dans la commission sur Arts et Lettres, mon souci a été de rechercher, de faire un travail qui, à ma connaissance, n'avait pas encore été fait systématiquement, c'est de lister, de faire un travail de recension des traces de l'aéronautique dans la littérature, dans la musique et dans la peinture. Effectivement, un travail de synthèse. Voilà, un travail de synthèse. Et là, je lance un appel à toutes les personnes présentes ici. J'ai une base de données que je suis preneur de toutes ces informations. Et je te donne un petit exemple anecdotique. Je me tourne vers l'ami Philippe Renaud, qui m'a communiqué récemment une partition de musique de 1910 d'un compositeur de l'époque qui s'appelle Paul Mesplé, qui s'appelle Le Chant de l'aviateur, et qui est un texte tout à fait intéressant. Et si vous avez que ce soit en littérature, en peinture ou en musique, merci de nous signaler à l'Aéroclub de France, commission HAL, nous sommes preneurs. L'appel est bien entendu. Pascal Bouchin, Passion Pégou, vous vouliez intervenir. Je voulais juste évoquer une initiative qui date d'il y a quelques années. Je ne sais pas si elle a porté ses fruits. Ce sont les archives départementales qui avaient lancé un appel national, pour le coup, pour faire remonter justement le patrimoine des familles, justement, se faire connaître. Ils proposaient en fait de numériser les documents qui appartenaient aux familles, que ce soit dans l'aéronautique, mais c'était surtout axé sur la Première Guerre mondiale, donc évidemment ça ne couvre pas toutes les périodes. Mais je fondais un peu d'espoir sur cette initiative, parce que pour tout vous dire, comme je vous le disais tout à l'heure, je collectionne depuis l'âge de 15 ans, donc j'ai 35 ans de collection, j'ai fait autant, pour vous dire, pas mal de salons, du temps où Internet n'existait pas. Aujourd'hui c'est un peu plus facile grâce aux sites dédiés aux annonces, aux enchères et ce genre de choses. Néanmoins, aujourd'hui je pense que j'ai atteint mon objectif, c'est-à-dire je ne trouve plus évidemment de documents ou de cartes postales pour tout ce qui a été publié, en tout cas à l'époque, qui viendrait valoriser cette collection. Donc à part les documents personnels, justement ces photos de famille qui concerneraient évidemment l'aviateur Pégou, ça arrive parfois qu'il y en ait une qui remonte à la surface, donc je fondais tous mes espoirs sur cette initiative des archives départementales pour justement, il y avait soi-disant un site dédié justement pour mettre en commun et rendre public tout ce qui a pu être récolté, voilà, dans ce cadre-là.
Merci beaucoup, Ariane. Encore une intervention? Oui, excusez-moi. Maurice. Oui, il y avait Maurice Antman. Oui, Maurice Antman, responsable du patrimoine technique à la mission mémoire de l'aviation civile. Comme vous avez vu dans la présentation, je reçois et je gère et je stocke à bon oeil tous les équipements que je peux collecter. La plupart de ces équipements m'ont été fournis par les services de la navigation aérienne. Et en vous écoutant les uns les autres, il m'est venu une idée. Est-ce qu'il ne serait pas possible, dans tous vos contacts, dans toutes vos recherches, d'interroger les gens pour savoir s'ils n'ont pas chez eux un vieil appareil ou s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui connaît quelqu'un? Parce que je suppose qu'il peut y avoir, à côté de la malle à osier dont vous parliez, du carton à chaussures qui a été évoqué, peut-être un vieux récepteur, un émetteur, ou une antenne Gogno, quelque chose qui traîne. Et je m'adresse à vous tous, vous tous qui avez des contacts avec les archives, avec les gens, avec les journaux, avec les musées. Parlez de matériel, si jamais vous entendez parler de quelque chose... Dans le micro, s'il te plaît. Ah oui. On m'a entendu jusqu'à maintenant? Oui. À peu près, d'accord. Donc je reprends la dernière partie. Vous tous qui avez des contacts avec des archives, avec des gens vous qui cherchez des cartons, qui fouillaient dans les malles en osier, cherchaient les cartons à chaussures, etc., etc. Si vous pouviez évoquer des équipements, des matériels, bon, en général on peut trouver des récepteurs radio, des émetteurs, peut-être un vieux Gogno, ça m'étonnerait, mais bon, ça traîne peut-être quelque part dans un village français. Mais parlez de matériel, et si jamais vous entendez, vous avez des échos, si vous en entendez parler, remontez ça à la mission mémoire directement à vous. Merci Maurice. Véronique, une dernière intervention? Oui, juste un petit mot pour parler d'un sujet qui fâche, évidemment, le point fatal aussi, c'est que souvent les familles vendent les archives. Au Musée Air France, on sait bien que, par exemple, Denis Parenteau, le président, a arraché les photos que vous avez eues tous dans mon livre, dont vous avez donné communication, des photos que nous avons arrachées financièrement à justement à des ventes sur Internet, à des ventes aux enchères. Denis a passé énormément de temps à fouiller, nous fouillons tous, hein, vous savez très bien, moi c'est pareil, on a énormément récupéré sur Internet des choses qui auraient dû être vendues et qu'on a vraiment arrachées financièrement. Oui, oui. Donc il y a un budget pour ça aussi, que les associations n'ont pas toujours, et on a énormément de difficultés, et beaucoup de photos, d'objets qui auraient pu nous revenir au sein de tout le monde, et ben, sont partis dispersés, même à l'étranger. Donc c'est un point vraiment... Ce marché parallèle, malheureusement, on en est très très conscient. Philippe Bédéi, pour la dernière, avant, parce qu'on a une heure après, oui. Avant le déjeuner, pour la suite des interventions. Francis Bédéi, pardon. Oui. Alors, moi j'ai quelque chose à dire. Je suis un ancien du centre d'essai en vol de Brétigny, et lorsque le centre d'essai en vol de Brétigny a disparu, nous étions une cinquantaine de personnes à se fâcher et à récupérer toutes les archives du centre d'essai en vol qui foutait le camp à la poubelle. Donc là, il faut bien que ça soit clair pour tout le monde. Et on s'est battu pour les garder, et une fois qu'on a réussi à les garder et à les entasser dans un endroit à peu près sec et à protéger, on a cherché à savoir qui pouvait les récupérer. Et on a fini par trouver des archives de la DGA à Châtellerault. Mais Châtellerault ne prenait que les papiers, ne prenait pas les photos. Il y avait plus de 80 à 90 000 photos à chercher. Donc on a scanné ces 70 à 80 000 photos par des appareils qui nous appartenaient à nous tous, enfin aux 50, qui étaient décidés à préserver. Maintenant, on a nos archives, on essaye de les classer, d'avoir une sorte d'inventaire, mais malheureusement, le centre d'essai est maintenant sur une zone qui risque de disparaître, et nous sommes, entre guillemets, bien accueillis pour l'instant, mais ça risque d'être très très court et de partir directement. Donc voilà, on sait. Et les Châtellerault dit actuellement qu'ils n'ont plus les moyens, qu'ils n'ont plus la possibilité de recevoir d'archives, ou qu'ils n'ont plus les gens pour s'occuper de ces inventaires. Voilà, ça c'est une première chose, mais il n'y a pas que ça. Nous avons essayé avec Port Aviation
de faire, parce que moi je sais que mes enfants ont rien à faire de toutes mes archives sur Port-Aviation, et Dieu sait si j'en ai. Et donc, Chamaronde m'a dit oui, mais faites un inventaire. Devant l'inventaire, moi je suis malheureux, donc ça va rester chez moi, et à mon avis, ça va partir à la poubelle, comme il est question, quand le CEV existait encore, il y avait Dassault qui a fait un court séjour au centre d'essai en vol de Bretigny, oui. Et quand ces gens-là sont arrivés, ils sont arrivés avec armes et bagages de Melun, et lorsqu'ils sont partis, ils ont laissé tous les documents photos et archives qu'ils avaient, ils les ont laissés en place. Et là aussi, ça a bien disparu, malgré nos alertes, et on a essayé de voir avec le musée de l'Air. Alors, pour les archives matérielles, comme le monsieur de Bonneuil, eh bien, nous en avions tout un tas, et on a demandé au musée de l'Air de venir, et ils ne sont jamais venus. Bien, les absents ont toujours tort, mais merci pour toutes ces interventions. Non, mais il faut que ça soit dit quand même. Oui, non, mais ça a été dit. Ce qui est la réalité, c'est pas ça. Point d'étape. Oui, alors je remercie les intervenants, les premiers intervenants. Je vais appeler maintenant.